J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos et pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Maud, vous allez bien? Très bien et vous? Bah non, je suis très triste avec Gérard Depardieu. Ah, alors Je trouve attendez. ça affreux. Ça n'a Alors, absolument rien à voir avec le sujet de la chronique. absolument pas là, vous m'avez perdu. Ah bah non. Eh bah ouais, mais je ferai ça la semaine prochaine. Mais très bien, nous en parlerons. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'école. Et pourtant, ce n'est pas la rentrée des Oui. classes. Exactement, c'est pas la rentrée des classes. Mais vous savez, comme chaque année, le gouvernement, ça joue un peu de Space Mountain. C'est-à-dire que l'été, il fanfaronne, là, avec les résultats spectaculaires du bac, 90, 80%, c'est merveilleux. Et puis, l'hiver, une fois tous les 3 ans, là, il tire la tronche comme des gamins privés de PlayStation, parce que il y a le classement PISA qui débarque. Donc, à chaque fois, on se dit, ah, on a touché le fond, et en fait, on découvre que non, on creuse encore, on trouve des pelles, là. Mais il faut avouer que là, c'est quand même la chienlit XXL, c'est l'apocalypse selon Saint-Macron. Alors, déjà, on s'était pris une première claque en septembre. L'année scolaire avait à peine commencé, puis paf, il manquait des profs, alors que Macron et Ndiaye avaient dit, je vous promets, il y aura tout ce qu'il faut. Que dalle, il n'y avait pas assez de profs. Ben, en même temps, on les comprend, parce qu'à chaque fois, se prendre des chaises dans la tronche quand c'est pas une cible dans le dos pour à peine plus d'un SMIC par mois, pour connaître que c'est Ouais. pas très motivant. Et puis en plus, c'est pas le pognon qui manque à l'éducation nationale, hein, c'est le même contraire. Si vous regardez, le budget de l'éducation nationale ne fait que augmenter. Et le classement PISA, il fait que descendre. À tel point que là, on va bientôt arriver au niveau de la Tanzanie, on va être tout content. Alors, on nous dit que cette étude-là, qui est publiée tous les 3 ans, est considérée comme la référence mondiale dans l'évaluation des systèmes éducatifs. Alors qu'est-ce qu'on a pour ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir cette étude-là? Bah, sur les 38 pays de l'OCDE, la France est classée 23e. Alors quand on dit qu'on est la 7e puissance économique mondiale et qu'on est 26e en maths et en culture scientifique et 29e en compréhension écrite, je vous dis qu'on est un peu dans la merde pour l'avenir, quoi. C'est-à-dire que a priori, on devrait arriver à 26e, 29e puissance économique si on continue comme ça. Alors pour se rassurer, les experts, les grands sachants nous expliquent oui, mais le Covid est passé par là, patin couffin, et puis en plus regardez, tout le monde a morflé, tout le monde a chuté. Bon, c'est pas faux, c'est vrai que tout le monde a baissé. Sauf que si on rentre dans le détail, la France récupère encore le bonnet d'âne. Par exemple sur les maths, les pays de l'OCDE, ils enregistrent en moyenne une baisse ou même une dégringolade de 15 points. Par rapport au PISA 2018. Bon, bah la France, dommage, c'est 21 points. Alors, comment vous expliquez ce Euh, classement? Bah justement, c'est que si vous regardez, rappelez-vous, à son arrivée, Emmanuel Macron nous avait promis, on va faire l'école du futur. Alors que bon, l'avenir réside dans l'école du passé, quoi. Ça, tout le monde le sait. Mais du passé avant que la gauche et son cortège de saloperies passent par là, quoi. Mm. Alors, je vous donne un exemple. Rappelez-vous 2012, la belle année. Là, il y a un classement PISA qui sort. La publication des résultats de l'enquête montre encore une fois que la France est le Kang de l'OCDE. Mhm. Alors François Hollande, il est très inquiet, il dit ah, comment on va faire, tout ça. Déjà, j'ai nommé Vincent Payon, c'est une bonne idée, nouveau ministre de l'Éducation nationale, et je lui confie la responsabilité de redresser l'école. Alors évidemment, le premier effort accompli pour soigner le malade consiste à inventer des nouveaux éléments de langage. Alors pour faire table rase du passé et refonder l'école, on invoque une nouvelle divinité, ça s'appelle la bienveillance, et qui doit favoriser les apprentissages, le bien-être, l'épanouissement des élèves et de bonnes conditions de travail pour toutes et tous. Mm. Elle est votée 1 an, hein. Là c'est pas une blague. La bienveillance, elle est notée 1 an plus tard. C'est la loi de refondation pour l'école, avec un tournant historique parce que pour la première fois, les textes définissent le bien-être comme une priorité politique en matière d'éducation. Donc la République, oh grande surprise, qui est impuissante à soigner les maux de la société, si on n'aime pas de couper les têtes, la République généralement elle est pas très forte. Et ben qu'importe, on lui refile le bébé. Et on Mm. file le bébé au prof en disant c'est vous allez être les promoteurs du nouveau vivre ensemble. Donc on va exiger d'eux qu'ils s'adonnent aux joies de la pédagogie différenciée pour faire face aux écarts de niveau dans les classes de plus en plus surchargées, Mm. qu'ils mettent en œuvre une évaluation positive au cours de l'année et lors des sections d'examen pour préserver, quoi qu'il en coûte, le principe des taux de réussite au bac et au brevet qui doit avoisiner les 90%. Résultat, tout le monde a son bachot, mais plus personne ne sait ni lire ni compter. Et l'autre conséquence, c'est que les candidats pour devenir prof se bousculent plus trop au concours. Bon alors, il y a plusieurs raisons, ils sont mal payés déjà, Mm. ils sont décriés par une opinion publique qui se délègue de plus en plus du
cross-bashing, et qui, face à des élèves pas vraiment enclins à la bienveillance vis-à-vis et de leurs profs et ni de leurs compatriotes camarades de classe. Et il y a de moins en moins donc de bonnes âmes qui se sentent disposées à risquer une petite dépression nerveuse, voire même leur vie pour devenir prof. Et en plus, si on regarde les épreuves du CAPES en 2002, on peut les comprendre. Par exemple, en 2022, l'éducation nationale a innové. Au programme, on avait un oral pour évaluer les aptitudes du candidat à devenir prof à s'approprier les valeurs de la République. Et en plus, c'était éliminatoire. Donc savoir lire, compter, tout ça, on s'en fout. Non, ce qui compte, c'est connaître et maîtriser les valeurs de la République. Alors par exemple, il proposait ce problème. En classe des moyennes sections, vous remarquez que les filles jouent à la voiture et les filles s'orientent vers le coin d'Inette. Que faites-vous? Il fallait répondre à ça. Alors, vous imaginez si le bois de réponse, hop, éjecté. Ou encore, lors d'un cours sur la liberté d'expression, un élève apparemment sincère vous demande pourquoi les caricatures de Charlie Hebdo sont autorisées alors que celles de Dieudonné sont condamnées. Qu'est-ce que vous répondez? Donc, si vous voulez, les savoirs fondamentaux, tout ça, on le sait depuis longtemps. L'école a été mise sous perfusion d'idéologie gauchiste. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est juste assurer le service après-vente. Donc, on recrute non pas sur le savoir, la discipline, mais sur la conformité du candidat avec les dogmes. Et donc, certains vont être recalés. Alors, revenons au niveau. Il y a les classements internationaux comme PISA, mais aussi les enquêtes nationales qui sont tout aussi alarmantes. Vous avez tout à fait raison. Par exemple, si on prend le niveau en langue, alors là, c'est les chutes du Niagara, depuis 30 ans. Par exemple, pour une même dictée, des élèves de CM2 faisaient 10,7 fautes en moyenne en 1987. En 2007, ils font 14,3 fautes. En 2015, 17,8. Dès 2007, dans Orthographe à qui la faute, des chercheuses qui s'appellent Daniel Manès et Daniel Cogis démontraient que le niveau d'une classe de 5e de 2005 était le niveau d'un CM2 en 87. De même en maths, un rapport commandé par le ministre de l'époque Jean-Michel Blanquer avançait que, je le cite, le niveau moyen de compétences en maths en France est en baisse depuis 40 ans. Et d'après une étude évaluant les capacités des élèves à effectuer des additions, des soustractions, des multiplications, bref la base, le score moyen est passé de 250 points en 87 à 176 points en 17. Donc le rapport est sans appel. 15% des élèves testés atteignaient le niveau avancé en mathématiques en 95 contre 1% en 2015. Donc là, voilà, vous avez le résultat de l'idéo-gauchisme promis depuis les années 70 qui s'appelle l'égalitarisme. Au nom de l'égalitarisme, il a fallu démocratiser l'enseignement à outrance. Donc, la démocratisation qui s'est faite évidemment au prix de l'exigence et de la qualité du savoir. Parce qu'on a voulu rendre les programmes faciles, on a éliminé les difficultés. C'est pas con, hein. En même temps, voilà, ça c'est trop compliqué, hop, on enlève. Et sous prétexte d'égalitarisme, on a nivelé le niveau et aligné les bons sur les faibles. Et avec en point d'orgue, plutôt que le maître, c'est l'élève qui est devenu le centre de l'apprentissage. Donc, en conséquence, on ne lui transmet plus les connaissances, mais c'est l'élève qui est censé les découvrir par soi-même. Mais vous savez, le pire, c'est qu'en plus d'être complètement délétère et stupide, c'est que leur logique égalitariste, elle a complètement foiré. Car si le niveau moyen a chuté, l'élite française, elle a fait de la résistance. Et ce que révèlent aussi les classements PISA, c'est que la France est parmi les plus inégalitaires sur le plan scolaire. Les écarts de résultats entre les élèves socialement favorisés et défavorisés sont de 107 points d'écart en France, et alors qu'en moyenne dans les pays d'OCDE, c'est 88. Pour une fois, on est en tête quelque part. Mais un élève défavorisé français, si vous voulez, a 5 fois plus de risques d'être en difficulté en lecture qu'un élève d'un milieu social élevé. En clair, l'école est efficace pour les bons et complètement nulle pour les faibles. Pour une raison très simple, c'est que la baisse de la qualité des cours, chez les premiers qui ont des connaissances acquises dans un milieu socioculturel ou qui peuvent se permettre d'avoir papa qui leur file des cours supplémentaires à Academia, forcément, hop, ils comblent les retards. Et donc peuvent rejoindre les voies d'excellence. Alors que les élèves socialement défavorisés, qui attendent tout de l'école, ils sont victimes de l'allègement des programmes. Alors, il y a aussi une autre conséquence, ce sont des classes de plus en plus nombreuses et une uniformité de l'enseignement qui épouse mal la diversité des vocations. Très juste. Vos questions sont vraiment excellentes. Alors, c'est l'autre conséquence de ce rêve démocratique de la gauche. C'est la connerie du collège unique. C'est la démagogie pour faire semblant qu'on établit l'égalité entre tous. Si le niveau baisse, parce qu'on l'a poussé vers le lycée, puis vers l'enseignement supérieur, bon, quand je dis on, c'est les ados et nos enfants, quoi. Et alors, beaucoup ne sont pas faits pour y être. Et qu'ils auraient été 1000 fois mieux ailleurs pour faire fructifier leur talent. Mais en France, on considère, par exemple, que seul compte le S, ES, L, alors maintenant ça s'appelle plus comme ça, c'est devenu encore plus compliqué, et qu'il faut tout savoir son bachot. Et tout ce qui est profession manuelle, c'est une punition, c'est nul.
Avant, on mettait les nuls en L. Alors, ils étaient contents parce qu'il y avait plein de filles, donc ils allaient draguer. Maintenant, les nuls, on les fout. Allez, hop, tu vas faire un BEP, tu vas faire un je sais pas quoi et tout. Profession manuelle, c'est pourri. Alors qu'on a tous besoin d'électriciens, d'ébénistes, de tailleurs. Je vous raconte pas la charpente de Notre-Dame si on n'avait plus de tailleurs, comment on aurait fait. Bien sûr. Bon, et puis en plus, il y a des magnifiques métiers manuels, quoi. Mais il faut pas oublier un élément fondamental. C'est le contexte général de crise de la culture. En fait, on dit le niveau scolaire qui baisse ou ça. C'est vrai. Mais en fait, il n'y a pas que le niveau scolaire qui baisse, c'est le niveau général de la société qui est en chute libre. Parce que tous les centres d'intérêt, ou majoritairement, sont fondés sur la consommation et la culture de masse. Hmm. Par exemple, si vous regardez dans les programmes scolaires, donc il y a plein de conneries inclusives, tout ça, mais vous avez encore des classiques. Vous avez les Fables de La Fontaine, les Contemplations de Victor Hugo. Le problème, c'est que vous avez une très très minorité, une infime minorité d'élèves qui va les lire, parce qu'ils tout d'un coup, ils commencent leur vie à chaque fois sur des écrans, à regarder des films, des séries ou des jeux. Donc imaginez, on vous fout un bouquin de 300 pages, ils n'ont jamais appris à lire, ils n'ont jamais appris à faire d'efforts. Donc forcément, ils ne vont pas le faire. Donc en fait, si vous voulez, la bataille, elle doit être menée à l'école, évidemment, mais pas que. Et elle doit être menée dans toute la société en général. Et il faut avouer comme enfin une bonne nouvelle dans tout ce marasme, c'est que pour la première fois depuis une éternité, on a quand même un ministre de l'Éducation nationale qui semble avoir pris la mesure du chantier et toutes ces annonces vont dans le bon sens. Ce qui est assez surprenant, parce que je vous rappelle, quand Gabriel Attal a été nommé, on s'est dit « Ouh là là », il y en a même qui ont fait des déclarations un peu bizarres, comploto, oui, homosexuel, LGBT, juif, on se rappelle de Zemmour. Voilà, merci les boomers. En fait, Attal, on se rend compte que derrière son apparence macroniste, c'est peut-être le moins idéologue. Et de fait de sa jeunesse, et lui, il est passé par l'école, il est passé par des cursus en étant ultra favorisé, donc il sait en fait, il connaît ce fossé-là. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ça reste pas l'état de la communication, qui est quand même une des spécialités d'Emmanuel Macron, et que ces annonces, ces annonces et sa communication aillent sur le terrain et s'appliquent. Et là, peut-être qu'enfin, depuis 30 ans, on pourra recommencer à remonter la pente. Voilà une petite note d'optimisme, Arthur de Vatrigan. Eh oui, bah oui. Il nous reste un tout petit peu de temps. Vous avez commencé cette chronique en nous disant que vous étiez triste tout à l'heure. Oui. Pourquoi ? Gérard, quoi. Gérard. Gérard, l'ogre Gérard. Non, mais en fait, bon, déjà, ça me fait quand même marrer de voir tous ces journalistes de complément d'enquête qui passent leur temps à donner des leçons de morale. Mais il faut juste leur rappeler la charte de la déontologie journalistique. La base, déjà, c'est pas d'image volée ou pas de tromperie lorsqu'on filme. Ouais. Ce qui est évidemment leur marque de fabrique inverse. Donc, ça, c'est choquant. Ensuite. Bon, je pense qu'il va y avoir des révélations sur comment ce truc-là a été monté. Évidemment, tout ce que Depardieu déclare et tout ce qu'on a entendu est immonde, dégueulasse et nous donne tous envie de vomir, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas terrible. Sauf qu'il faut savoir, c'est que Gérard Depardieu, c'est un ogre enfant. Ça a toujours été un ogre enfant qui a toujours cherché le dépassement des limites et qui a toujours cherché, comme tout enfant, à se prendre des murs dans la tronche qui s'est jamais pris. C'est le problème des enfants de post-68, c'est le problème des immenses acteurs qui, je vous rappelle, dans Les Valseuses, est devenu une star énorme, a été félicité et tout le monde riait lorsque, par exemple, il reniflait une culotte de mineur qui était jouée par Isabelle Huppert, ça dérangeait personne à ce moment-là dans le film. Donc voilà, il y a le problème de Gérard Depardieu, c'est que c'est un enfant de sa génération qui a été encouragé là-dedans et qui est un ogre enfant et comme tout enfant cherche le dépassement des limites et dans la provoque permanente jusqu'à se flinguer physiquement, se flinguer moralement, se flinguer socialement. Et qu'il serait bon d'arrêter cette dictature affreuse de flinguer les grands quand ils deviennent petits et qu'ils ils ne peuvent plus répondre. Et surtout pour des choses qui se passent en Corée du Nord. Je rappelle que ce sont des phrases qui ont été dites en Corée du Nord, pas en France. Imaginez Corée du Nord, contexte, film, Yann Moix, tout ça, vous mettez ça dans un shaker, vous vous rendez compte que tout ça n'est pas très sérieux. En effet, ce sera peut-être le sujet de votre prochaine chronique. Merci Arthur de Vatrigan. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect et que la une de l'Incorrect est la suivante, Prophète et Paria, avec cet entretien croisé entre Richard Millet et Renaud Camus. Nous invitons évidemment tous nos auditeurs à se procurer ce numéro. À bientôt Arthur de Vatrigan.